verdict vient de tomber. Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien président français a été reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale. Il a immédiatement fait appel de cette décision. En 2017, après le décès de Salif Diallo, il avait déjà été choisi comme dauphin constitutionnel du président Kaboré en prenant la tête du Parlement. 4 années plus tard, il succède à Simon Compaoré à la présidence du MPP. En quelques années, Bala Alassane Sakandé a gravi les échelons de manière fulgurante. Quelles sont ses chances de réussite dans ce nouveau rôle? Nous revenons sur son parcours et les défis à relever dans cette édition. Et puis le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina remet en cause l'accord sur le statut particulier signé entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Plus d'1 an et demi après l'adoption de la loi 0421, le SINAFEB dénonce un dévoiement du texte en accusant les 2 parties signataires. Les précisions dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Je vous le disais à l'instant, Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien président français a été reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale. En clair, Sarkozy est accusé d'avoir dépassé de plus de 20 millions d'euros le seuil légal de financement de sa campagne électorale de 2012. Il a immédiatement fait appel de cette décision. Les précisions de nos confrères de France 24. Il n'a pas souhaité assister à l'énoncé du jugement par le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de campagne dans l'affaire Big Malion, procès qu'il a snobé, le qualifiant de farce. L'ancien président de la République écope d'1 an de prison ferme, une peine qu'il devrait purger à domicile sous surveillance électronique. Pour la juge Caroline Viguier, qui est allée au-delà des réquisitions du parquet, cela ne fait aucun doute. Nicolas Sarkozy savait. Nicolas Sarkozy connaissait le montant légal du plafond. Ce n'était pas sa première campagne et il a connaissance du droit. De plus, il a été averti par écrit du risque de dépassement par 2 notes. Et Nicolas Sarkozy a poursuivi des meetings dans les mêmes conditions que précédemment. Nous avons choisi de... L'affaire remonte à 2012. Candidat à sa propre succession, Nicolas Sarkozy est en retard dans les sondages. Il multiplie alors les meetings à grande échelle, sans regarder à la dépense. Au total, plus de 42 millions d'euros sont dépensés, près du double du plafond légal. Les enquêteurs en sont persuadés. Pour dissimuler un tel dépassement, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un système de fausses factures, ce que l'intéressé a toujours nié. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. La peine la plus lourde, elle est pour son ancien directeur de campagne en 2012, Guillaume Lambert, condamné à 3 ans et demi de prison, dont 2 avec sursis. Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne, le seul à l'UMP à avoir reconnu le système de double facture, écope lui d'une peine légèrement plus clémente, notamment pour abus de confiance. Cofondateur et patron de Big Malion, Bastien Millot est lui condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois, avec sursis. Se disant innocent, Nicolas Sarkozy va faire appel. Le président Sarkozy, avec lequel je me suis entretenu au téléphone à l'instant, m'a demandé d'aller faire appel, ce que je ferai immédiatement en sortant d'ici. Cette condamnation est la 2e de l'année pour Nicolas Sarkozy, après sa peine de prison ferme prononcée dans l'affaire dite des écoutes. Au Burkina Faso, lui aussi est un homme politique aux grandes ambitions. En 2017, après le décès de Salifou Diallo, il avait déjà été choisi comme dauphin constitutionnel du président Kaboré en prenant la tête du Parlement. 4 années plus tard, il succède à Simon Compaoré à la présidence du MPP. En quelques années, Bala Alassane Sakandé a gravi les échelons presque de manière fulgurante. Quelles sont ses chances de réussite dans ce nouveau rôle? Retour sur son parcours et les défis à relever. Son portrait est signé Kwame Hervé Dapa. Au moment où il reçoit le flambeau faisant de lui le nouveau chef de la majorité, plusieurs questions taraudent les esprits. Le nouveau président du MPP sera-t-il à la hauteur de la tâche?
Aura-t-il les nerfs assez solides et les épaules suffisamment larges pour conduire le navire orange? Des questions du même acabit qui avaient été soulevées 4 ans plus tôt, lorsque Bala Alassane Sakandé prenait les rênes de l'Assemblée nationale. Nous sommes en septembre 2017, Salifou Diallo vient de tirer sa révérence, la majorité doit trouver son remplaçant à la tête du Parlement. De supputation en supputation, de tractation en tractation, le choix sera porté sur celui qui était déjà le président du groupe parlementaire MPP. À cette époque, très peu de personnes donnaient cher à payer sa peau. Et pour cause, remplacer un monstre politique de la dimension de Salifou Diallo n'était pas une sinécure. C'est dire que Bala Sakandé était particulièrement attendu au pied du mur. Comment allait-il manœuvrer pour éviter le piège de la comparaison permanente avec son prédécesseur? C'est à ce moment-là qu'on se demande, mais quel est son parcours? Alassane Bala Sakandé a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle et administrative dans le secteur banquier, où il occupe plusieurs postes de responsabilité. Sur le plan politique, il fut conseiller municipal de la commune de Ouagadougou dans les années 95, membre du bureau exécutif du MPP en 2014, directeur national adjoint des campagnes du MPP aux élections couplées législatives et présidentielles de 2015. Tout ce bagage lui sera-t-il utile au perchoir de l'Assemblée nationale? À l'intérieur, Alassane Bala Sakandé va réussir à rallier presque tous les députés. Le plus dur est fait, les joutes parlementaires vont se dérouler dans une ambiance apaisée. Tout le monde fera bloc autour de lui pour le faire élire président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine en novembre 2018. À l'extérieur, Alassane Bala Sakandé va travailler à se donner une stature nationale. Il multiplie les sorties auprès des populations, initie les œuvres sociales, tente des médiations dans les conflits communautaires, avec une communication incisive, le tout piloté par le très influent et très discret Pierre-Émile Baziomo, son directeur de cabinet. Mais très vite, les critiques vont pleuvoir, qualifiant ces actes de ni plus ni moins d'activisme populiste, accusé de dilapider les fonds publics dans ses épopées caritatives. Mais au sein de la population, la mayonnaise semble avoir pris. Alassane Bala Sakandé jouit plutôt d'un capital sympathie assez confortable. Et c'est avec cette stature qu'il s'engage dans la campagne des élections couplées législatives et présidentielles de 2020 sous la casquette de directeur des campagnes de la majorité de la région du centre. Les résultats vont parler en sa faveur. Après la victoire retentissante du MPP à la présidentielle, avec la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré et aux législatives, Alassane Bala Sakandé, réélu député, est reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. Encore un triomphe. Puis vient l'annonce du 2e congrès extraordinaire du MPP pour le renouvellement des instances du parti. C'est le début des guerres des tranchées au sein de la majorité. Les coups de coude, les cooptations, les clans se font et se défont au gré des intérêts, des promesses et des accointances. À ce jeu-là, le nom de Clémence Ouagadougou semble l'emporter dans les coulisses. Mais au soir du 26 septembre, Alassane Bala Sakandé déjoue les pronostics et se fait élire à la tête du parti, comme en septembre 2017 à la tête de l'Assemblée nationale. Que s'est-il passé? Il se sursure qu'à chaque fois, Alassane Bala Sakandé aurait bénéficié du soutien inestimable du chef de l'État, dont il serait l'un des proches parmi les proches. Ceci expliquerait peut-être cela. Sauf qu'en politique, être fils d'eux n'est pas toujours suffisant. Il faut faire ses preuves. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme à l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé n'était pas favori. Comme à l'Assemblée nationale, il remplace à la tête du MPP un dinosaure de la politique. Comme à l'Assemblée nationale, il devrait donc réussir sa mission avec maestria. Mais attention, l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'appareil politique. Les députés, ce ne sont pas les militants, voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Ce n'est pas diriger une majorité aussi hétéroclite à souhait, où les appétits politiques des uns et des autres peuvent s'avérer voraces et des ambitions démesurées amener à toute forme de trahison. Les pots de banane ne vont pas manquer. L'adversité risque d'être encore plus grande. On dit aussi que les molards se déchirent les chairs mais ne se rompent pas les os. L'adage sera-t-il respecté au MPP au moment où commence la bataille de la succession de Roch-Marc Christian Kaboré? La balle est dans le camp de Alassane Bala Sakandé qui tient maintenant les manettes du parti. Rendez-vous en 2025. C'est un acquis arraché par la coordination nationale des syndicats de l'éducation.
suite à une âpre et longue lutte avec le gouvernement. Il s'agit du statut particulier devant régir les travailleurs de l'éducation. Un acquis pourtant remis en cause par une autre organisation de l'éducation, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, qui dénonce un dévoiement du texte en accusant les deux parties signataires. Les précisions avec Abdourazak Traoré. Y a-t-il eu violation des lois de la République suite à l'adoption du statut particulier du personnel de l'éducation? Visiblement oui, répond le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation. Le SINAFEB était pourtant membre au départ de la mythique CNCE qui a farouchement lutté pour son adoption. Le statut particulier enfin adopté en février 2020 serait un échec selon ce syndicat vent debout contre ses confrères qui l'ont paraphé. Il estime que la loi 081 qui régit la fonction publique a été bafouée. Et ceux qui sont régis par cette loi, c'est ceux-là qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi. D'abord, il faut être nommé dans ton emploi. Il faut être titularisé après une période de stage probatoire d'une année. Mais toutes ces conditions ne sont pas réunies. Le statut particulier si vous prenez, c'est un décret d'application de l'article 13 de la loi 81. Mais pourquoi l'article 1er, qui est l'article fondamental, n'est pas appliqué? C'est une violation, oui ou non? Avant tous les versements, tout changement de statut, il faut corriger la dernière situation administrative de l'agent. Ils ne l'ont pas fait. N'est-ce pas une violation? C'est une violation. Puisqu'il y a les avancements de classe qui n'ont jamais été payés. Il y a les primes de rendement qui n'ont jamais été payées. Alors qu'il fallait tout corriger. Sinon, ça serait très simple. Quand la loi les arrange, il faut changer. Ce qu'on vous doit là, oubliez ça. Nous n'allons jamais oublier ça parce que c'est la loi qui nous donne. Donc, c'est pour cela que nous parlons de violation. Quand il parle de bordel, là, vous-même, vous comprenez. Et le comble, selon Koudougou Robert Kaboré, c'est que depuis 3 ans, des travailleurs de l'éducation, dont le nombre exact n'est pas connu, ruminent leur douleur. Il serait impossible pour eux de passer à des grades supérieurs. C'est la question fondamentale et vous partez divaguer. Et ils ont mis depuis l'adoption de ce statut, les gens sont bloqués. Il n'y a plus d'examen ou de concours pour changer de catégorie. Depuis. Ce n'est pas une violation des choses, ça? Le statut particulier est vide. C'est inutile. Au gouvernement et à la coordination nationale des syndicats de l'éducation, qualifiés de vrais bourreaux de leur carrière, les membres de cette organisation exigent la régularisation de la situation. Du reste, une plainte a déjà été déposée et le dossier suit son cours au Conseil d'État. En attendant son aboutissement, le SINAFEB appelle l'ensemble des travailleurs à ouvrir l'œil et le bon. Au même titre, il exige la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré et est prêt à soutenir ses élèves et son personnel dans la lutte. Les promoteurs immobiliers, eux, tentent toujours de soigner leur image quelque peu mise à mal dans les affaires d'accaparement du foncier. En fin de semaine dernière, au cours d'une rencontre avec propriétaires terriens, associations de défense du droit au logement et journalistes, ces acteurs de l'immobilier ont tenté de se dédouaner des accusations dont ils font l'objet. Ils souhaitent plutôt que le gouvernement les considère comme des partenaires et non comme des ennemis à abattre. Amadou Diko et Benjamin Kwame. Nous sommes allés même en prison parce que nous avons empêché les promoteurs immobiliers à aller accaparer les terres des gens. La question foncière et immobilière est de plus en plus au cœur de l'actualité au Burkina Faso. Afin de mieux faire comprendre la question au public et permettre aux promoteurs immobiliers de s'exprimer, un café-débat sur la loi portant réforme de la promotion immobilière au Burkina Faso réunit journalistes, promoteurs immobiliers et organisations de la société civile. Cette initiative multipartite se veut un cadre d'échange sur les enjeux liés à la loi portant réforme immobilière. C'est une belle tribune
les gens entendent au niveau des journaux, voilà, les promoteurs immobiliers, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, cela, les réformes en cours, etc. Il y a eu une urgence, voilà, il faut prendre des mesures conservatoires et tout. Et les promoteurs immobiliers s'exprimaient peu. Donc c'était l'occasion pour nous de nous exprimer, pour que le peuple comprenne d'abord l'activité, qu'est-ce que c'est que la promotion immobilière, de fond en comble, pour que le peuple sache que c'est une activité qui est encadrée par des lois que nous respectons et que nous essayons de respecter, et que le peuple sache qu'il y a une démarche à suivre. Et ce qu'on a expliqué comme démarche, c'est quoi? Un promoteur immobilier est celui qui détient un agrément. La loi 057, principal dispositif donc qui encadre la promotion immobilière au Burkina Faso, est jusque-là mal encadré par le gouvernement, selon les promoteurs immobiliers. Saisissant de la tribune, ils invitent les autorités à trouver une solution durable à la problématique. Nous aimons ce pays et nous sommes tous patriotes. Nous voulons que la loi qui est déjà là, la loi 057 là, soit respectée, que l'État joue sa partition, que les promoteurs jouent leur partition, qu'on encadre les promoteurs pour qu'ils créent la chambre de promoteurs immobiliers. Et nous voulons aussi qu'on nous permette de travailler, qu'on permette aux propriétaires terriens qui nous ont cédé leur terre d'avoir leur compensation, parce que c'est leur droit. Nous voulons que l'État s'assied avec nous pour qu'on l'accompagne. L'État a besoin de terre pour des réserves administratives. Nous sommes disposés, asseyons-nous autour d'une table et disons, voilà, telle partie, on cède ça à l'État. L'initiative de ce café-débat est du réseau des journalistes pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement. Après un premier débat organisé avec le ministère de Maître Benouindé Sankara, le réseau des journalistes pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement veut par cette rencontre créer un cadre de concertation où tous les acteurs concernés vont exposer leurs préoccupations tout en proposant des solutions pour assainir plus le secteur de l'habitat au Burkina Faso. On en vient à présent à ce projet qui fait la promotion du concept de reddition des comptes des autorités déconcentrées. Il s'agit du programme d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base dans 35 communes du Burkina Faso. C'est une sorte de contrôle citoyen pour mesurer l'impact des politiques publiques sur l'amélioration des conditions de vie des populations au niveau communal. Après 4 années d'expérimentation, les acteurs de mise en œuvre du projet sont au bilan. C'est un programme qui met l'accent sur le contrôle citoyen et la redevabilité dans le secteur de l'éducation, la santé, l'eau potable et l'assainissement. Mis en œuvre par le laboratoire citoyenneté, le projet d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base se veut une approche pour mesurer l'impact des politiques publiques sur les populations au niveau communal. Nous avons essayé de prendre en compte un certain nombre de collectivités déjà partenaires, mais aussi à partir d'une étude de base qui a été faite pour voir en termes d'indicateurs liés aux 3 secteurs, éducation, eau potable, assainissement, quelles étaient les communes qui avaient par exemple les faibles taux, et voir dans quelle mesure, en les intégrant dans ce programme, on peut parvenir à une amélioration de ces différents indicateurs. Donc le choix a été fait de cette façon, bien sûr, le partenaire aussi avec des zones d'intérêt qu'il a indiqué pour que ces communes-là soient également prises en compte. Donc on peut dire globalement que le projet a coûté près de 400 millions. Après 3 années et demie d'action, les acteurs concernés font une halte pour évaluer les résultats du projet. De cet audit, il ressort que 35 communes ont bénéficié d'un accompagnement dans l'opérationnalisation de la transparence budgétaire et du recouvrement de la fiscalité. Labo Citoyenneté nous a accompagnés donc, dans la mise en place des structures locaux de veille citoyen et de redevabilité. Durant ces 3 années, Labo Citoyenneté nous a également accompagnés dans le cadre donc, de recouvrement de nos recettes durant les 3 années. Au niveau des collectivités territoriales, le projet a mis en place des comités de veille citoyens pour suivre et accompagner les communes dans la mise en œuvre des politiques de développement et de la question de la redevabilité. Vous savez que la redevabilité, c'est une obligation qui incombe à tout détenteur de pouvoir de rendre compte de la gestion. Et malheureusement, dans la plupart de nos collectivités, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ressources affectées à ces genres de ressources. Donc, c'est des opportunités que nous avons créées pour que ces premiers responsables, ces élus locaux, puissent également faire face aux populations, puissent leur expliquer les démarches
n'est-ce pas, entreprises dans la mise en œuvre des différents projets, mais également appeler l'implication, la participation des citoyens dans la mobilisation des ressources et dans la mise en œuvre des actions de développement. Le projet d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base s'inscrit dans le cadre du programme pays de l'UNICEF. Débuté en 2017, il prend fin en 2021. Apprendre aux jeunes burkinabés à connaître et à s'approprier leur culture, c'est l'ambition de l'association Ankasso, une ambition traduite sur le terrain par la création d'un projet dénommé Programme d'éducation et de développement culturel. Sa présentation a eu lieu à Bobo-Dioulasso en présence d'autorités coutumières et administratives. Mariam Séré et Soto Justin Dabiri. L'Afrique vous parle, Dieu n'a pas sommeil, qui brûle au mandat ou les choses de chez nous en langue bobo. 3 projets que l'association Ankasso compte développer les 5 années à venir pour réhabiliter les valeurs culturelles africaines. L'objectif général, c'est de pouvoir réaffirmer notre identité, voilà, retransmettre les valeurs africaines. Parce que nous avons pensé que l'éducation africaine pourrait être une solution aux excès qu'a posé l'éducation dite moderne. La question qui nous a vraiment amené à penser un tel programme, c'est quelle est la place réelle aujourd'hui de l'Afrique dans le monde. Qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut apporter à ce monde à la dérive? Nous avons pensé que ce sont ces valeurs, parce qu'elles restent inexploitées, elles restent inexplorées jusqu'à nos jours. Et nous pensons que ramener ça à la scène internationale peut être une contribution de l'Afrique à l'édifice d'un monde meilleur. Le programme de l'association Ankasso est beaucoup focalisé sur la frange jeune de la population. Pour le parrain, c'est une bonne chose que des jeunes réfléchissent sur comment amener d'autres jeunes à regarder autrement l'Afrique. Tant que la vision est d'aider à mieux prendre en compte nos cultures dans la formation de la jeune génération, amener cette jeune génération à avoir beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis de la terre de nos ancêtres, qui est le bien le plus sacré. Amener cette jeunesse à comprendre que c'est dans la solidarité, l'entraide, l'amitié et l'amour qu'on peut bâtir quelque chose de durable. Tant que ces jeunes s'inscriront dans cette logique, nous serons permanemment à leur côté parce que nous partageons ces convictions-là. Le projet L'Afrique vous parle va concerner les institutions scolaires. Dieu n'a pas sommeil, la promotion de la solidarité et le projet qui brûle au mandat sera mené pendant les vacances scolaires au profit des enfants. Restons à Bobo-Dioulasso avec ce geste de solidarité de l'association Soleil d'Afrique en faveur d'élèves défavorisés. À la veille de la rentrée des classes, elle a organisé un gala de charité qui a permis de récolter une somme d'argent pour aider les parents ayant des difficultés à scolariser leurs enfants. Une 60aine d'élèves devraient bénéficier de ce geste. On retrouve le binôme Mariam Séré et Soto Justin Dabiri. La somme de 495 000 francs CFA. 495 000 francs CFA, c'est la somme collectée par l'association Soleil d'Afrique de Bobo-Dioulasso. Une somme qui va servir à scolariser une 60aine d'enfants en situation précaire. Sincèrement, nous avons 20 enfants au sein de l'association, dont nous nourrissons, dont nous envoyons des vivres là-bas, dans les familles et tout. C'est pas à dire que c'est la scolarisation seulement. Mais cette année, nous avons décidé de viser 60 enfants. On espère vraiment avoir les moyens pour nourrir ces 60 enfants. Parce qu'il ne suffit pas de scolariser. Le parrainage d'un enfant s'élève à 54 400 francs CFA. Pour les mentors de l'association Soleil d'Afrique, l'initiative est salutaire. Cette association a décidé d'accompagner 60 enfants. J'estime que c'est une très belle initiative. Une initiative qui est à saluer à sa juste valeur. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner l'initiative de l'association Soleil d'Afrique, parce que si on ne fait rien pour ces enfants, ils n'auront pas un avenir radieux. Je pense que pour une première édition, on peut dire que c'est gagné. C'est vraiment gagné. Et puis, c'est ce qu'on disait tout de suite, ne pas regarder tout de suite ce qu'on a reçu comme montant, mais persévérer, continuer, parce que déjà, c'est une activité très noble. Accompagner 60 enfants démunis au niveau à Bobo-Dioulasso ici, je pense que, et pour des jeunes filles, je pense que c'est un grand travail qu'il faut faire. Voilà, et c'est à féliciter.
L'Association Soleil d'Afrique est une association qui évolue dans l'humanitaire et a pour slogan « Donner le sourire est notre bonheur ». Fin de formation des élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Durant 45 jours, les stagiaires de la 3e promotion du stage militaire session 2021 ont bénéficié d'un programme de formation adapté portant sur des cours théoriques et pratiques, notamment la formation civique et morale, l'éducation à la citoyenneté et au respect de l'autorité. La cérémonie de sortie des 543 stagiaires en fin de formation militaire a eu lieu lundi 27 septembre 2021 au sein du camp Ouenzen Koulibaly. On retrouve Soto Justin Dabiré pour la dernière fois. 45 jours de formation militaire pour développer un esprit de corps et des aptitudes individuelles de leadership et d'autodéfense, cultiver le civisme, le respect de l'autorité et des symboles de l'État pour une administration publique de qualité. En fin de formation, ces élèves fonctionnaires et élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM sont jugés aptes à l'obtention de leur attestation de formation militaire. La valeur ajoutée de cette formation, c'est tout ce que vous avez entendu comme mot que nous connaissions et qui ne connaissons pas ces valeurs, à savoir l'intégrité, le sens du devoir, le service bien fait, la ponctualité, surtout le respect de l'autorité. Nous sommes des administrateurs, nous avons dans le service et la crise de l'autorité de nos jours est sans faille. Et cette formation est la bienvenue pour nous administrateurs, futurs cadres de l'administration. 561 élèves au départ, issus de toutes les filières de l'ENAM, ils sont 543 élèves à bénéficier des attestations de formation militaire. La formation militaire à l'ENAM, une exigence pédagogique qui contribue à la promotion des valeurs civiques. Nous sommes à la 3e session et comme vous le savez, le stage militaire est un module intégral de l'ENAM. Par conséquent, pour valider sa formation, il va falloir faire un tour gentiment dans ces hauts lieux d'excellence militaire. Et comme vous le savez très bien, entre nous, cela répond à un double souci. D'abord, c'est de reconstruire notre nation à travers les valeurs qui sont essentielles pour tout État. Nous avons tendance à les regarder chez les autres, plus loin, souvent trop loin, alors que nous avons tous les ressorts et les ressources au sein de nous-mêmes pour construire notre nation. J'ai envoyé toute une équipe pour faire une évaluation post-formation, pour sillonner tout le Burkina Faso, et j'ai le rapport de façon exceptionnelle, que les administrations reconnaissent incontestablement le rendement extraordinaire de ceux qui sont passés par le GIFA. Des valeurs d'intégrité, des valeurs d'amour de la patrie, de loyauté, de discipline, autant de valeurs qui responsabilisent l'homme et, dans leur cas particulier, leur permettent, tout en étant au service des Burkinabés, qu'ils puissent individuellement et collectivement faire en sorte que le Burkinabé de tout nouveau, que le président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a toujours appelé de ses voeux, puisse enfin voir le jour. Un défilé militaire, celui des stagiaires de l'ENAM, ont mis fin à la cérémonie de fin de formation militaire de la 3e édition du stage militaire de l'ENAM, section de 2021. Sport, football, avant de nous quitter, et vous le savez, l'attaquant vedette des étalons, Franck Lassina Traoré, a été blessé gravement dans un match de Ligue des Champions le 28 septembre dernier. Une blessure qui devrait l'éloigner des pelouses durant 6 ou 7 mois. Il devrait alors manquer les éliminatoires de la Coupe du Monde et même les phases finales de la CAN qui devrait se jouer en janvier prochain au Cameroun. Alors, comment l'entraîneur des étalons, Kamou Malo, a réagi à cette mauvaise nouvelle et quelle est la solution qu'il compte prendre pour le remplacer? On l'écoute. Bon, je dois vous affirmer que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Partager toujours entre mon téléphone et tout parce que je voulais coûte que coûte avoir des informations sur le garçon. C'est vraiment un peu tard dans la nuit que j'ai pu joindre en tout cas sa maman qui vit à Paris, qui a pu en tout cas me donner des informations quant à la santé du garçon. Alors des informations que
après, tout le monde a relayé. Vous avez compris que ce garçon, en tout cas, a subi une grave blessure. Nous ne pouvons que prier pour lui. Et bien sûr, j'ai accusé le coup parce qu'il n'y aurait pas que c'est l'un de nos atouts que nous avions, l'un des hommes les plus en forme. Le perdre dans ces conditions-là, vraiment, il y a de quoi vraiment souffrir. Et pour cela, j'en ai souffert toute la nuit. Nous avons pour ambition, en tout cas dans cette équipe des étalons dont nous avons la charge, de ne pas, en tout cas, rendre quelqu'un indispensable. Alors, si vous avez vu depuis le début, même pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, on a eu des garçons majeurs qui n'ont pas participé à cette compétition. Mais ça n'a pas empêché les étalons, en tout cas, d'atteindre les résultats que nous avons atteints. Alors pour moi, avec Franck Lassina, c'est un véritable bonus. Et sans lui, le Burkina aussi va continuer, en tout cas, à dérouler et surtout penser à lui fortement pour en tout cas... Je pense qu'il sera du carburant, en tout cas pour ses camarades. Parce que j'ai lu certaines choses, j'ai vu qu'autour de lui, il y a une solidarité déjà qui se manifeste. Et je pense que cette solidarité, elle sera contagieuse au sein de notre groupe. Voilà, sachez que les étalons croiseront les crampons avec l'équipe de Djibouti les 8 et 11 octobre prochains. Une double confrontation entrant dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je serai ravi de vous retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à notre programme. Bonsoir.